Merci d'être là. On est en plein été, donc c'est pas évident, mais vous êtes toujours mobilisés et présents, c'est formidable. Alors, le sujet, le droit contre la démocratie, ça peut paraître surprenant, je vais vous expliquer. Je vous dirai aussi que, je vous rassure tout de suite, c'est un sujet concret, important. On va voir comment on le positionne par rapport aux briques, on va voir comment on le positionne par rapport à des choses extrêmement pratiques. Après, là c'est un petit clin d'œil, je sais que je m'adresse à la courageuse tribu des Gaulois réfractaires, et pour commencer par une provocation, je vous ai mis une phrase en latin, mais elle est très jolie. Ça veut dire, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Ça veut dire quelque chose de profond, je vais y revenir sous d'autres formes. Il n'y a pas de droit, il ne doit pas y avoir de droit qui soit détaché de la communauté des citoyens, de l'intérêt national. Ok? Et ça, on va voir qu'on n'y pense pas tous les jours, et parfois nous-mêmes, on se fait prendre dans certains pièges dont je vais vous parler. Alors, je voudrais quand même commencer, j'en avais parlé avec Marc, il y avait pu avoir des ambiguïtés, je ne voudrais pas qu'il y en ait. Donc, de quoi ce ne sera pas le sujet. Même s'il va être question des juges, on n'abordera pas ici l'aspect répressif de la politique menée par le gouvernement contre les Gilets jaunes, c'est comme ça, c'est un choix, ni donc celui des rapports entre les juges et le gouvernement. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça c'est bien clair, et je vous rassure quand même, il y a des choses intéressantes et riches à dire, même cette réserve ayant été faite. Le sujet, le vrai sujet, le droit contre la démocratie, ça vient du fait que, et vous allez voir, c'est pas de la théorie, parce que ce qui se passe là, ça rendrait le RIC impraticable, mais je vais vous dire pourquoi après. Le sujet, c'est que nos lois ne sont plus nos lois. C'est-à-dire, on va le voir, elles sont soumises au contrôle sans fin de tas de juridictions, de structures non démocratiques, au niveau du pays, au niveau de l'Europe, naturellement, j'en dirai quelques mots. Ce sont des structures, c'est incroyable, vous allez voir, qui ont acquis un pouvoir final de décision au nom de règles et de valeurs qui ne sont pas vraiment, je pense, les nôtres, des valeurs libérales et mondialistes. On appelle ça le gouvernement des juges. Et il y en a, quand ils lui donnent ce nom, le gouvernement des juges, ils trouvent que c'est bien. J'ai la faiblesse de préférer au gouvernement des juges le gouvernement du peuple, mais on aura l'occasion d'en parler. Une petite précision, à un moment, si c'est pas clair, par définition, c'est moi qui suis pas clair. Donc, vous m'arrêtez, vous me questionnez, vous m'intervenez, et j'ai un complice sympa là qui est prêt à noter un certain nombre de choses. Il y aura des questions aussi. Bon, c'est comme vous voulez les questions, on peut faire un bloc après ou au fur et à mesure, c'est vraiment comme vous voulez, c'est pas grave. Donc, j'ai rappelé ce que ce n'était pas. Vous avez vu? Et ce que c'est fondamentalement, nos lois ne sont plus nos lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, j'oubliais, oui, c'est pas pour vous, c'est aussi pour moi, une autre précision nécessaire. Important ça. Vous m'entendrez tout au long de cette présentation défendre la politique et l'État en général face justement au gouvernement des juges. Alors, je préfère le dire à l'avance, on commence à bien se connaître. C'est bien sûr pas une défense, vous devinez, hein, de l'État actuel et des élus. De toute manière, cet État actuel et ses élus, on va voir qu'ils ont largement laissé faire cette tendance à l'effacement du politique devant le juridique, et même laisser faire, je suis gentil, hein. Souvent, ils sont allés au-devant, il faut quand même le dire. Donc, quand je défends le politique, je parle bien sûr en général en faveur d'une vision politique, démocratique, et pour un État à venir qui sera celui du peuple français. Je pense qu'on pourra s'entendre là-dessus. Alors je voudrais commencer avec mon cœur aussi, pas qu'avec des mots, et je voudrais partir de valeurs vécues. Vous voyez, c'est pas un truc abstrait. Hein. Les valeurs vécues, sur les ronds-points avec vous, hein, avec Sylvie, on était
novembre à Victoire, et après on a continué à Grasse. Des valeurs vécues, c'est la solidarité face à l'égoïsme, le citoyen face à l'individu. Je reviendrai sur ce que je veux dire par le citoyen face à l'individu. Je crois pouvoir dire que c'est le combat des Gilets jaunes. Donc c'est des valeurs vécues, c'est pas du baratin juridique, on est bien d'accord. Du coup, par rapport à ces valeurs vécues, j'identifie l'adversaire. Face à des valeurs, vous savez, au-delà des hommes, hein, Macron, Castaner et compagnie, d'accord, mais je veux dire, il y a un système, c'est bien, ok? L'adversaire, face à nos valeurs, c'est un autre système de valeurs. C'est l'individualisme libéral. Face aux citoyens français que nous voulons défendre et représenter, leur idéal, c'est le consommateur mondialisé. D'accord? Et ça, c'est plus important que ça en a l'air. Hein? C'est évident que ce n'est pas du baratin, c'est un peu sentimental, ce que je vous dis. Mais ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour bien identifier ce que nous avons en face. Ouais, le libéralisme. Alors souvent, là je me détache un peu de la diapo, hein. Souvent, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez si vous le voulez, dans nos milieux, parfois, bon, tout le monde est à peu près d'accord pour critiquer le libéralisme économique, mais on est un peu gêné par rapport au libéralisme politique, parce qu'on s'est laissé prendre au piège des mots, et on se dit que le libéralisme politique, ça sent liberté, quoi, hein. Il y a ça dans le mot libéralisme, donc on est un peu gêné. Moi, si vous en êtes d'accord, je voudrais vous dire deux choses. Le libéralisme, c'est un bloc cohérent. Il ne faut pas faire la part entre les gentils, le libéralisme politique, et les méchants, le libéralisme économique. Le libéralisme, c'est un bloc cohérent, et à mon avis, on peut en discuter comme vous voulez après, c'est l'adversaire principal naturellement. Et puis justement, je voudrais vous dire, c'est pas de moi, mais je sais plus où je l'ai trouvé. Le libéralisme, c'est pas l'idéologie de la liberté, comme beaucoup de gens vont essayer de vous le faire croire, c'est l'idéologie qui met la liberté au service du seul individu hors sol. Macron étant le modèle parfait de l'individu hors sol, mais au-delà de lui, c'est une philosophie générale qu'on va retrouver et tout se tient, je pense. Le but libéral, c'est mettre la politique à son service, en réduire la portée et affaiblir l'expression du peuple. Et donc, à ne jamais oublier, me semble-t-il, si vous en êtes d'accord, le libéralisme, il se sert de quoi? Pour réguler la société, il n'aime pas la politique, le civisme, la communauté politique et les citoyens. Il veut réguler la société par d'autres moyens. Il y en a un qu'on a tous en tête, le marché. On sait très bien que l'idéal des libéraux, c'est que tout soit assimilé à de la marchandise et au marché, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est l'autre que j'ai souligné. Il y a un deuxième outil de régulation idéal pour les libéraux, c'est le droit. Et on va essayer de voir comment ils s'en servent. Là, dans l'optique libérale, les deux, leur rêve, c'est de devenir dominant et autonome. Ou autonome et dominant, comme vous voulez. Ça a beaucoup de sens et c'est très important. Question. C'est ce qui se cache derrière le nouvel ordre mondial. Oui. Le nouvel ordre mondial, c'est le projet, quoi. Absolument. C'est un projet qui est malheureusement déjà bien entamé. Tu as raison. Il est bien entamé. Le problème, c'est qu'il se drape. Annoncé, défendu, etc. Annoncé, défendu. Mais pourquoi? Merci pour cette question. Parce qu'il se drape dans des atours qui sont attirants. Ils n'ont à la bouche que le mot de liberté, que le mot de droit de l'homme. C'est intimidant. Ils disent que je suis contre la liberté, contre les droits de l'homme, etc. Je me sens mal, quoi. Hein. Donc ils sont très attirants. Alors après, effectivement, c'est un projet global, mondial, à dominante anglo-saxonne, américaine, et c'est pas du tout là-dedans, mais si on en parlait, s'il y avait des questions, on verra qu'un certain nombre d'éléments qui arrivent dans le domaine du droit actuellement, c'est la transposition mondialisée du droit américain ou britannique. Qui est pas, alors, je veux pas, c'est pas le sujet, excusez-moi, mais on verra peut-être, je veux dire, il y aurait des choses à dire
même dans le détail des procédures ou même dans la conception du droit. Mais stop, parce que sinon... Le droit est devenu un outil pour brider les décisions, ça c'est totalement vrai, les décisions des États et la volonté démocratique des citoyens. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas défendre les États en tant que tels, je voudrais que ce soit le nôtre, je me suis expliqué là-dessus. Mais je dirais de toute façon, les décisions des États, même sans le droit, elles vont souvent dans le sens qu'ils souhaitent, donc c'est bon. Mais quand par hasard, on va voir des exemples, quand par hasard il y a un petit éclair de lucidité, et bien à la limite, ça s'arrête quand même, on verra. C'est un outil pour définir un cadre moral. Oui, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, excusez-moi, je le disais autrement. Pourquoi? J'ai dit, ils mettent de beaux vêtements, et c'est parfois difficile d'attaquer. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ça, et qu'on ne fait pas de l'intellectualisme en parlant de ça. On est bien d'accord? Le cadre moral, ben c'est le citoyen libéré, c'est plus un citoyen d'ailleurs, l'individu libéré de toutes ses attaches, qui a droit à tout ce qu'il a envie. Toute envie, tout désir de l'individu isolé devient un droit. Et on voit qu'un certain nombre d'évolutions juridiques en France et en Europe et en Occident vont tout à fait dans ce sens. Donc il y a une dimension morale, ne nous le cachons pas, difficile à attaquer. D'où l'intérêt peut-être d'avoir ensemble des échanges comme on a ce soir. Alors ça, oui, j'ai commencé à... oui, pas tout à fait, mais maintenant j'y vais. Les droits de l'homme ont été dévoyés dans un sens hyper individualiste et anti-civique. Ça, c'est très important. Parce qu'on n'est pas les méchants. Il ne s'agit pas d'être contre les droits de l'homme. La question, c'est de savoir, là aussi c'est hyper pratique, c'est pas un télo, je vous l'assure. Les droits de l'homme, ils ont oublié les droits du citoyen. Parce que le citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est un homme, bien sûr, mais c'est un homme intégré dans une communauté politique, en relation communautaire avec le groupe politique auquel il appartient, que ce soit la tribu, la cité, la nation, là, ce que vous voulez, on s'en fout. Je veux dire, ça c'est le citoyen. Et en plus, le vrai droit, il est là. Parce que vous savez, les droits dont on dispose, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est le résultat de combats, c'est le résultat de combats qui continuent d'ailleurs, des combats civiques. Ce n'est pas les espèces de droits naturels, il n'y a pas de droits naturels. Les droits sont issus du combat d'une communauté politique et ils vont être garantis ensuite par la communauté politique. Donc, nous ne critiquons pas les droits de l'homme en soi, nous critiquons le fait qu'ils ont été dévoyés dans un sens hyper individualiste et anti-civique. Je crois qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. Alors, je vous ai dit, mon premier point de départ, il était sentimental, et j'en suis fier, une conception de la solidarité et de la communauté civique contre l'individu isolé, égoïste, et voilà. Mais il y a un autre point de départ très concret. J'ai participé à des ateliers de travail sur le RIC, et beaucoup d'entre nous avons apprécié le fait que dans les projets du RIC, il y avait l'idée, certains le savent, on en a parlé, que le RIC, c'est-à-dire le résultat, le référendum d'initiative citoyenne, le résultat de l'expression directe du peuple, son résultat doit se situer au-dessus des normes, des lois, des traités existants. Ça, enfin, dans les groupes où j'ai travaillé, après il faut voir partout, mais dans les groupes où j'ai travaillé, tout le monde était à peu près d'accord. Sauf que, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça, sauf que, moi je me levais dans le groupe et je disais, mais attention, nous ça nous paraît évident, mais si on en arrive au stade de lancer vraiment quelque chose de concret à propos du RIC, il va y avoir un tir de barrage monumental. C'est-à-dire quoi? Le RIC au-dessus des normes, des lois, des traités. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la dictature du peuple. Il va y avoir une offensive énorme. C'est pourquoi, après vous me donnerez votre avis, c'est lui qui prime. Mais c'est pourquoi je pense que ce type de réflexion, c'est vraiment important. C'est important, d'accord? Il faut qu'on se prépare à l'avance et on est obligé, on est obligé de se situer aussi au niveau de la réflexion pour nourrir l'action et rendre des succès possibles. Pardon. Alors, le droit contre la démocratie. Alors, j'ai pas été très original, je me suis inspiré du titre d'un bouquin.
il est là d'ailleurs. Alors, vous l'avez bien vu d'ailleurs avec tout ce que j'ai dit sur les gilets jaunes, etc. Ce que je vous dis, ce n'est pas le compte-rendu d'un bouquin. Par contre, c'est vrai que j'ai puisé dedans, mais vous verrez, à certains moments, je vais l'ouvrir et je vais vous citer un certain nombre de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le titre est joli. Ce qui est intéressant aussi, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'est utile. Son auteur s'appelle Bertrand Mathieu, c'est un prof à la Sorbonne. Donc c'est une tête à Paris, quoi, je veux dire. Un gars qui n'hésite pas, si vous allez voir sur les sites, vous verrez un dialogue très courtois entre lui et Étienne Chouard. Hein. Donc il parle avec nous. Hein. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il est important que ce soit justement un homme, entre guillemets, du système, un professeur à la Sorbonne, hein, qui sorte un livre avec un titre pareil et qui développe un certain nombre d'idées. Pourquoi c'est intéressant? Il n'est peut-être pas très proche de nous, mais je m'en fous. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que quelqu'un qui est tout sauf un extrémiste, qui est tout sauf un radical ou un fou furieux, il sent quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il est pas encore mort, non? Non, dernière nouvelle, non. Il s'appelle donc Bertrand Mathieu, ou Mathieu Bertrand, pardon, je l'ai dit. Alors, c'est un paradoxe, parce que le droit, au contraire, on pourrait se dire, mais le droit, c'est l'un des fondements de la démocratie, ce qui est pas faux. Simplement, c'est l'un des fondements de la démocratie, en quelque sorte, qu'il accompagne la démocratie. Pas qu'il la bloque, qu'il la bride, qu'il la resserre. Il n'a pas pour but, à la base, de limiter la décision politique. Ça, c'est un malentendu libéral ultra-dominant actuellement. Il a pour but de veiller à la régularité de la règle démocratique commune, régularité par laquelle telle ou telle décision a été prise. Et ensuite, ça on y pense, c'est complètement sorti de l'esprit des gens. Le droit, il a aussi pour but de veiller à ce que cette décision soit appliquée. Alors que le libéral, il vous dirait au contraire, à la limite, plus je bloque, mieux c'est, parce que toujours je me sens menacé, etc., etc. On va y venir. Donc, un bouquin, je l'ai trouvé un peu désordonné, mais il y a des tas d'informations dedans. La personnalité de celui qui l'a écrit, là, il n'est pas sulfureux. Un paradoxe, oui. Le droit, nous sommes pour, hein, comme les droits de l'homme, hein, ne nous laissons pas piéger, parce que là, il y en a qui sont des spécialistes du piège, hein, vous voyez ce que je veux dire. Non. Simplement, il y a eu des évolutions, des dévoiements, et il peut y avoir plusieurs conceptions. Ah, là aussi, ça me paraît important. Mais en plus, je répète, ça me paraît vivant, hein. Ça, moi je me sens de le dire en ce moment, on distribue des tracts à propos d'ADP là sur un certain nombre de marchés, je me sens de dire à un gars sur un marché, c'est pas de la philosophie, mais c'est une vérité. Pour ce que j'appelle l'esprit démocratique, dans lequel je pense qu'on se reconnaît, la liberté politique, c'est un idéal de participation du citoyen à la vie de la cité et aux prises de décision. C'est-à-dire, plus on est libre, plus on participe. J'aurais même dû dire l'inverse, plus on participe, plus on est libre. Ça vous paraît évident sûrement, parce que oui, je sais. Attendez, c'est pas si évident que ça. Pour le libéral, la liberté politique, c'est le contraire. On n'y pense jamais à ça. C'est un idéal de distance de l'individu face aux empiètements éventuels de l'État et de la communauté politique. Le libéral, alors, je vais le dire de manière un peu crue, c'est « je suis libre, foutez-moi la paix ». En gros, c'est ça. Le démocrate, c'est « je suis libre parce que j'agis et je me rends maître de ma destinée parce que j'agis ». Hein, voilà. Est-ce que le libéral a conscience qu'il fait du mal et qu'il détruit tout, ou est-ce qu'il pense que c'est bien Je pense qu'il pense... Alors, il le sait, enfin... Oui, attention, tu fais bien de poser la question, et ça c'est très important, de se mettre de temps en temps à la place de l'adversaire, eux souvent ils ne savent pas le faire, sans le caricaturer ou imaginer toujours. On a tous
spontanément, et vraiment c'est important, on a tous spontanément tendance à se dire, en face, là, il est méchant, il veut du mal. Non, le libéral, simplement, il part probablement pas des mêmes bases que nous. Pour lui, à la base, il n'y a que l'individu qui compte. L'individu avec un grand I, dont il faut à tout prix préserver la liberté. Alors, je vais dire dans la diapo suivante, je ne suis pas contre la liberté de l'individu. Donc, je vais dire, je te réponds, hein, je vais dire dans la diapo suivante, il faut les deux aussi. Moi, je ne vais pas être sectaire, hein, il faut les deux. Mais le libéral à la base va être indifférent aux communautés, que ce soit la nation, que ce soit la région, que ce soit le groupe, que ce soit ce que vous voulez. Lui, il part de l'individu et c'est direct l'humanité. Moi, je pense que, ça c'est très personnel, si on veut atteindre l'universel, on atteint d'autant mieux l'universel qu'on sait qui on est, d'où l'on vient et à quelle culture on appartient. L'homme, pour moi, je me permets de dire pour moi, mais beaucoup seront d'accord, l'homme, pour moi, c'est pas une espèce zoologique. C'est un être, un homme ou une femme de culture. Ce qui définit avant tout et ce qui rend l'homme passionnant, quel qu'il soit, c'est que c'est un homme, c'est pas parce qu'il a 2 bras, 2 jambes, d'accord, ok, mais bon, je veux dire, moi je suis passionné par un japonais, un africain, etc., pas parce qu'il a 2 bras, 2 jambes, ça, bon, ok, parce qu'il a une culture, une identité, quelque chose avec quoi je peux échanger. Et ça, moi je pense, les communautés culturelles, politiques, etc., sont des médiations entre nous et l'humanité un peu abstraite. Le libéral, c'est l'individu et direct l'humanité. Et cet individu, à la limite, ben, on ne va pas faire de la... Là, c'est l'histoire des idées, mais ce n'est pas le but. Je veux dire, si on prend... Il y a eu des philosophes libéraux depuis le XVIIIe siècle, je veux dire, parfois ils n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de points, mais il y a eu toujours cette idée, le politique, ça vient après, le politique, c'est abstrait. D'ailleurs, ils ont... pas faire de philo, ils ont une conception de l'homme, je veux dire, à la limite, l'homme de base, il est tout seul. Donc, il est tout seul, mais il a plein de droits déjà. Et pour son bien-être, etc., il se rassemble, le contrat social, on en a entendu parler, il se rassemble pour faire de la politique avec d'autres concitoyens, pour faire une communauté. Donc les devoirs, entre nous, ça vient après, hein, puisque avant tout, il a des droits, et puis, ouf, parce qu'il faut bien, on se met en politique. Et donc les devoirs, la politique, ça c'est les devoirs, parce qu'il y a d'autres hommes autour de vous. Ça vient complètement après. Donc, ils ont une part de sincérité, bien sûr. Alors après, comme toujours, hein, il y en a qui sont de purs financiers, qui rêvent, ok. Mais je veux dire, il faut admettre, parce que sinon on ne piche pas tout, il faut admettre la dimension de sincérité à laquelle on peut être confronté, y compris dans la rue, hein, je veux dire quelqu'un avec qui on parle, la dimension de sincérité qui a une conception de l'homme qu'il faut combattre, en ce sens que l'homme n'est pas un être solitaire qui errait dans la forêt et puis qui un jour s'est rassemblé avec les autres parce qu'il avait peur de la violence ou autre chose. L'homme, c'est un être social. Les Grecs le savaient déjà. Hein, Aristote, les Grecs le savaient déjà. L'homme n'existe depuis la tribu primitive, même quand on était encore quasiment des grands singes évolués. Les singes, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Et on imagine même ça, c'est évident. L'homme est un être politique. Un animal politique, disait Aristote. C'est un être social. Toutes les constructions libérales prennent une distance par rapport à ça. Et donc, c'est leur vision de l'homme. Il faut, soyez sûrs de vous, nous avons des arguments solides. Alors oui, ce que je voulais dire, moi je ne dis pas, il n'y a que la communauté et il n'y a pas l'individu. Et vous voyez, ces deux idées, les précédentes là, la conception démocratique de la liberté, je participe, et la conception libérale, de temps en temps on me fout la paix quand même, moi je n'exclus pas. J'aimerais, et vous peut-être aussi, et vous me le direz, j'aimerais qu'au sein de la société, ces deux visions soient équilibrées. C'est comme ça que ça marche. Hein, je ne rêve pas d'une fourmilière totalitaire, ni d'un foutoir individualiste. Le civisme, le citoyen, c'est à la fois une personne et quelqu'un intégré dans son groupe. Donc, ces deux idées devraient s'associer harmonieusement dans une société équilibrée. Certains d'entre vous seront sûrement d'accord. Mais notre réalité,
c'est le déséquilibre toujours plus accentué de nos jours en faveur de l'individualisme anticivique et marchand, justifié par la défense des droits de l'homme. Et d'ailleurs, dans la propagande dominante, je fais un aparté là, vous entendez souvent dire « Ah, la démocratie est menacée par les populismes, les machins, les trucs, etc. » En réalité, ouais, dans les années 30, c'est vrai que la démocratie était menacée par un excès de sens collectif et communautaire, en Russie, en Allemagne ou ailleurs. Là, la démocratie, effectivement, elle est menacée. Mais pas du tout par ça. Aucun sociologue sérieux ne dirait que la démocratie est actuellement menacée par des mouvements de masse solidaires. Tu parles, les syndicats s'affaiblissent, les partis politiques s'affaiblissent, les gilets jaunes représentent un peu une résurgence du politique au plein sens du terme. La démocratie est effectivement menacée de nos jours parce que le civisme est menacé par l'individu devenu fou. Alors, mon Bertrand Mathieu, là, tiens. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Oui, prof à la Sorbonne, hein. Le droit n'est plus considéré comme une référence symbolisant la prééminence d'un intérêt commun sur les désirs individuels, mais comme un instrument permettant de se faire reconnaître comme victime et d'exiger réparation. C'est quand même intéressant, ça prouve qu'il est bien, il est très lucide à propos de ça. L'homme, entre guillemets, hein, que défend le droit actuel, c'est plus, bon ben ça je l'ai dit, remarquez, c'est plus le citoyen intégré, équilibrant ses droits par des devoirs, c'est l'homme abstrait, égoïste et passionné de ses droits illimités grâce à la question, etc., je l'ai dit. Et nous allons voir que le droit y contribue constamment par cette tendance que nous allons décrire. Or, j'ai une jolie phrase de Jean-Jacques Rousseau, « Nous ne commençons à devenir hommes qu'après avoir été citoyens. » L'accomplissement de l'humanité, c'est un accomplissement par rapport à la vie commune, à la vie civique. Et quelqu'un a dit, le premier des droits de l'homme, c'est d'appartenir à une communauté politique qui garantira le droit. Il n'y a pas de droit garanti pour l'homme solitaire. Alors, Mathieu, encore lui, qu'est-ce qu'il nous dit là? On peut même considérer que le développement d'une conception essentiellement individualiste des droits fondamentaux participe au déchirement du tissu social, à l'éclatement de la notion d'intérêt général. Là, on est bien d'accord, hein. La notion d'intérêt général, vous pouvez aller la chercher. Et ça, c'est vivant, hein. À un système de valeurs communautaristes et concurrentielles qui affaiblissent la démocratie. Oui, pour ça, j'en ai pas parlé, je n'ai pas prévu d'en parler. Lui, il dit, ça me paraît intéressant, que pour compenser cet individualisme délirant qui est largement insupportable, des gens se replient sur des sphères, sur des petits groupes, des communautés sexuelles, ethniques, machin, trucs, etc. Ça, j'en parlerai pas, mais effectivement, c'est intéressant, il établit un lien entre le communautarisme qui se développe en France, en Europe et en Occident, pas la communauté civique dont je parle moi, hein. Le communautarisme, hein, c'est... il y a des tas de communautés qui se revendiquent comme telles. C'est une compensation à l'individualisme extrême et ça détruit la communauté que nous voudrions, je pense, celle de la communauté politique des citoyens. Alors, cette tendance, c'est l'influence toujours plus grande du Conseil constitutionnel en France et de la Cour européenne des droits de l'homme en Europe. Nous verrons que ça a été bien noté et critiqué par des juristes éminents capables de s'en inquiéter, parce que je vous ai parlé de Bertrand Mathieu, mais il y en a d'autres, François Terré, Éric Chauvin. Alors, rapidement, Terré, c'est un grand juriste, hein, il dit « L'offensive intellectuelle tend simplement à substituer le juge au législateur. Il n'y a plus le législateur mandataire du peuple qui fait le droit, c'est le juge qui a le dernier mot constamment. Je vais vous donner des exemples, bien sûr. Et il dit, le droit sans l'État, ça veut surtout dire le droit au-dessus des lois. Le droit sans l'État, traduisons, le droit par les juges, je le cite.
Et puis après, il termine de manière sympa. Dans le temps même où on s'en prend aux législateurs pour en canaliser ou en codifier les comportements, on augmente d'autant les pouvoirs des juges sans trop se demander qui gardera les gardiens. Parce que les juges, c'est les gardiens, mais qui va les garder? Et c'est plus lui, j'ai une autre citation, c'est Hobbes, ça peu importe, qui dit « Le règne du droit n'est jamais que le règne de ceux qui établissent et qui appliquent les normes du droit. » Donc, qui gardera les gardiens, disait Thérée. Hein. Et alors, Chauvin, il nous rappelle quelque chose, le second, là. Lui, il parle de la Révolution française, c'est intéressant. La volonté nationale, au contraire, alors il cite Sieyès. Sieyès, c'est un grand constituant de 1789. La volonté nationale, au contraire, n'a besoin que de sa réalité pour être toujours légale. Elle est l'origine de toute légalité. De quelque manière une nation veuille, il suffit qu'elle veuille. Toutes les normes, toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême. Ça aussi, il y aurait à réfléchir. Alors rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de... c'est la seule fois. Je ne remonterai pas à la Révolution française, mais on verra que, effectivement, plus récemment, il y a un grand homme en particulier en France qui était sensible à cette problématique. Donc, vous voyez dans quel héritage on se situe, le pouvoir de la nation, le pouvoir du peuple et la limitation du pouvoir des juges. Alors, bien sûr, hein, vous avez lu, vous voyez la dernière phrase, hein, il n'y aura pas de RIC dans un site. Mais alors déjà, le RIC, quand on parle de ça, bon, on a fait beaucoup de choses pour le construire, etc. Moi, je dis toujours dans les groupes où je suis, attention, n'oublions pas, posons-nous toujours la question, comment est-ce qu'on va l'instaurer? Ça, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Mais en plus, encore pire, à supposer même qu'on franchisse l'étape qui n'est pas simple de l'instauration, dans un contexte pareil, rien ne serait possible parce qu'il y aurait un contrôle permanent, et je vais en parler. Bon, le droit est certes une condition de la démocratie, mais il doit répondre à l'attente des citoyens, on est d'accord, au service du bien commun. Tac, c'est le politique qui va instituer et garantir ce droit. Le fait précède le droit. J'ai une citation, c'est quelqu'un d'autre. Si je l'ai marqué, c'est qu'elle est pas mal. Oui, Svetan Todorov, là, c'est un... Bon. L'individu ne peut revendiquer les droits que dans la mesure où un État les garantit. Le droit abstrait n'a aucun sens. Vous pouvez crier en disant que vous avez tous les droits du monde, si vous n'êtes pas un citoyen dont l'État va assurer la couverture de ses droits, vous n'avez rien. Donc l'individu ne peut revendiquer ses droits que dans la mesure où un État les garantit et en cas de besoin intervient pour les défendre. On peut se sentir l'âme profondément cosmopolite, on n'est jamais citoyen du monde. Le Conseil constitutionnel. C'est une institution créée par la Constitution de 1958 qui veille, elle a tout son rôle, hein, veillant principalement à la conformité constitutionnelle des lois, à la régularité des élections et des référendums. Alors, très important, je vais vous donner un exemple, on va se faire plaisir pour commencer, puis après on va souffrir. On va se faire plaisir, un exemple historique important où le Conseil constitutionnel s'est incliné. Et puis après, vous allez voir, il élargit sans arrêt son champ d'action par des moyens discutables. Je vais vous dire comment ça marche. Alors là, il y a un commentaire sympa, enfin sympa, pour nous, pas pour eux, pour le Conseil constitutionnel. Alors je vous rappelle, les membres du Conseil constitutionnel n'ont aucune légitimité démocratique. Ils sont 9, il y en a 3 qui sont désignés par le président, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Après, sont membres automatiques tous les anciens présidents de la République. Sauf erreur de ma part, Hollande et Sarkozy n'y vont pas. Il y avait Giscard d'Estaing qui continuait à y aller un peu, mais le pauvre, il vieillit. Pardon. Mais ils sont quand même malades, ces gens, d'accepter que ce soit pas qu'ils soient désignés. Enfin, je sais pas, là j'ai du mal pour le coup à mettre à la place. Moi j'accepterais jamais d'être placé à un endroit comme ça sans être élu. Le préfet, c'est pareil. Alors, le préfet, c'est pareil. Oui, alors. Ils ont un écran, quoi. Je te comprends. En même temps, bon, il y a la paye, comme on dit, mais en général, ce sont des gens, pas forcément déjà qui n'attendent pas un salaire.
c'est hyper prestigieux. Et le pouvoir, tu as raison de le dire, et on va voir l'étendue de ce pouvoir. On va le voir. Hein. Alors donc, aucune légitimité. Et ils sont nommés, ils n'ont même pas besoin d'être... Oui, ils n'ont même pas besoin d'être des spécialistes du droit. Vous avez Laurent Fabius, Lionel Jospin, Alain Juppé, ce pas des juristes. Alors, je sais, ils disent, ouais, oui, mais ils ont une expérience politique, etc. C'est même pas des juristes. Alors, maintenant, la citation de, je crois que c'est un juriste hein, de la Charrière, il dit « Un pouvoir suprême de veto confié à 9 personnes totalement irresponsables, arbitrairement désignées, et de surcroît, en fait, le plus souvent choisi selon les aimables critères des faveurs personnelles. » Voilà, je voulais vous le dire. Hein. Ça va? Là, on savait, hein. On avait bien compris. Hein. Voilà. On a bien senti. Voilà. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Vous me pardonnerez? Parce que voilà, c'est nécessaire. Là, on va être content. Qu'est-ce qui se passe? 1958, le général de Gaulle prend le pouvoir, instaure la Constitution, sous laquelle on vit encore aujourd'hui, avec quelques modifications. Mais beaucoup d'hommes dans le système, en fait, ils ont accepté que De Gaulle vienne pour régler le problème de la guerre d'Algérie. Ils se sont dit, après, on s'en débarrassera. Et de toute façon, la première Constitution de 1958, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. Il était désigné par les grands électeurs. Quel est l'enjeu? C'est que face à un président de la République qui n'est pas élu, le Parlement se dit, moi j'ai plus, t'as beau être De Gaulle, j'ai plus de légitimité que toi. D'accord? C'est vrai. Bon, le père De Gaulle, ça lui allait pas trop. Alors son but, c'était effectivement de créer le système dans lequel nous sommes, quand même un progrès démocratique, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel. Quel était son problème? Un très gros problème. Et là, je vais vous parler d'un article de la Constitution, il n'a pas changé, et ça nous intéresse tous, parce que quand on travaille sur le RIC, on en parle de temps en temps. Le changement de la Constitution qui est la nôtre, il est réglé par l'article 89. Qu'est-ce qu'il dit l'article 89? Je ne vais pas vous faire un long cours. Pour changer la Constitution, il y a deux solutions. L'Assemblée nationale et le Sénat votent le projet dans les mêmes termes, chacune de son côté, ok? Plus un référendum par le peuple. Première solution. Deuxième solution, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, rassemblés en un même lieu, à Versailles, ça s'appelle le Congrès, et elles votent la réforme de la Constitution à une majorité des 3/5. Et là, il n'y a pas de référendum. Donc je répète, l'article 89, tel qu'il était déjà en 62, puisqu'il date de 58, c'est ça. Pour changer la Constitution, dans les deux cas, on a l'Assemblée nationale sur le dos. Vous sentez peut-être qu'il y a un problème pour le père de Gaulle, c'est-à-dire, eux, c'était leur force d'avoir une légitimité plus forte que lui, parce qu'eux, ils sont quand même élus, lui n'était pas élu. Rideau. Pas rideau quand on s'appelle De Gaulle. Qu'est-ce qu'il fait? De manière foudroyante, il organise un référendum. De manière foudroyante, alors, il s'appuie, c'est un bon politique, il s'appuie sur les circonstances. Il y a eu un attentat contre lui durant l'été 62, l'une des dernières manifestations de l'OAS, le petit Clamart, certains s'en souviennent peut-être. Donc ça a créé un choc dans l'opinion. Il a dit, il a rebondi dessus, c'était son projet, il a rebondi dessus, mon statut, ceci, les menaces qui pèsent, etc. J'ai besoin d'être en lien direct avec le peuple, je veux l'élection au suffrage universel. Référendum. Panique à l'Assemblée nationale, chez tous les notables issus de la 4e République, atlantistes, machin truc, etc. Rébellion. Double rébellion. Vote d'une motion de censure contre le gouvernement. C'est Pompidou qui était Premier ministre. Vote d'une motion de censure contre le gouvernement tombe. Le gouvernement est renversé. Riposte de Gaulle, dissolution de l'Assemblée nationale, élection. Et il les gagne. Le peuple 1.
Deuxième truc, il y a eu le référendum. Entre nous, c'est vrai qu'il n'a pas, respecté la Constitution. Je vous ai dit ce que prévoyait l'article 89, les deux assemblées qui votent plus un référendum, ou les deux assemblées qui se rassemblent et qui votent sans référendum. Il ne pouvait pas passer. Lui, il a fait le référendum direct, 62% de oui. Les autres, outre le fait de faire tomber le gouvernement, De Gaulle les a balayés avec une élection, ils appellent le Conseil constitutionnel. Forfaiture, a dit, je crois, le président de l'Assemblée nationale, du Monerville, je ne sais plus, peu importe. Forfaiture. Eh bien, échec et mat, le Conseil constitutionnel s'écrase, alors qu'entre nous, je ne suis pas avec eux, mais entre nous, ils avaient raison, c'est vrai que la Constitution n'a pas été respectée. Le Conseil constitutionnel s'écrase en disant « Le peuple s'est prononcé, nous ne pouvons plus rien ». Et oui, donc, vous m'aurez peut-être pardonné d'avoir fait un peu d'histoire, ça existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis plus sûr que ça se terminerait comme ça. Mais là, eux-mêmes, le Conseil constitutionnel, là, ils sont quand même dans l'esprit de la démocratie, je veux dire. Le peuple s'est prononcé, c'est vrai que la Constitution n'a pas été respectée, mais le peuple, c'est plus important que la Constitution. À ne jamais oublier. Alors après, malheur. Alors, c'est une époque où le Conseil constitutionnel, d'une part, respectait son rôle. Vous voyez que les lois, ça c'est d'accord, soit en accord avec la Constitution, etc. Savait s'effacer quand il le fallait, exemple de ce que je viens de dire, et il n'était pas souvent saisi, parce que il ne pouvait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui avait saisi en 62, et le président du Sénat. On va voir, là j'anticipe un peu, mais on va voir après, il est de plus en plus facile de le saisir, donc il va intervenir de plus en plus souvent. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Un tournant. En 71, De Gaulle n'était plus là. Alors, ça mérite un petit commentaire. Le Conseil constitutionnel a annulé une loi que je ne vais pas défendre. Je vous en parle pour autre chose. Marcellin, on se rappelle peut-être, Raymond Marcellin, c'était ministre de l'Intérieur. Il voulait faire une loi qui rendait plus compliqué la création des associations. Donc je ne suis pas forcément pour, c'est pas une bonne loi. Alors vous allez me dire, mais si tu n'es pas pour, c'est bien ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas bien. Parce que, et d'ailleurs c'est le premier exemple, c'est pas le seul. Quand je vais vous donner des exemples, écoutez-moi bien, quand je vais vous donner des exemples, ça ne veut pas dire que je suis pour la loi dont je parle. Ça veut dire, je vais vous expliquer comment le Conseil constitutionnel a multiplié ses droits de manière foireuse tout au long de ces années. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je répète, la loi Marcellin, ça ne me plaît pas. Mais je m'en fous. Bon, la loi Marcellin, maintenant, on s'en fout complètement, de toute façon. Par contre, ce qui a commencé à ce moment-là, ça a des conséquences encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté cette loi, non pas en s'appuyant sur la Constitution de 1958, de la Ve République, mais en s'appuyant, accrochez-vous, sur le préambule de la Constitution de 1946. Donc non seulement pas sur la Constitution dont il est le gardien, mais sur le préambule. Or les préambules dans les constitutions, c'est un peu un texte philosophique, quoi. C'est pas du tout des règles de droit précises. C'est considéré comme un grand tournant. Ça veut dire, d'une certaine manière, que le Conseil constitutionnel se paye le luxe de faire un peu ce qu'il veut. Il va chercher les textes partout où il en a besoin. D'accord? Même si, je me répète exprès, même si à la limite cette loi, elle ne nous aurait pas plu. Mais on s'en fout parce que les conséquences du fait que le Conseil constitutionnel s'attribue lui-même des droits de plus en plus larges sont extrêmement graves. Alors après, maintenant, on continue. Alors oui, son importance va être constamment accrue par des décisions politiques facilitant sa saisie. Avec Giscard, je vous ai dit au début, c'était que le président, etc., le Premier ministre et les présidents des deux chambres.
à partir de Giscard, 60 députés ou sénateurs, et sous Sarkozy, des 5 citoyens. Alors, 5 citoyens, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas je saisis le Conseil constitutionnel, il faut que le 5 citoyen, ça s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité, le 5 citoyen doit être engagé dans un procès, il doit estimer que dans le cadre de ce procès, il estime qu'une loi existante nuit à sa liberté, et il peut saisir le Conseil constitutionnel. Donc, ok, la multiplication de ces interventions et de son rôle. Alors, je vais évoquer là encore un certain nombre de décisions, j'ai souligné, sans prendre position sur le fond, mais seulement, comme je viens de le faire ici, sur la méthode par laquelle le Conseil constitutionnel s'est attribué tout seul un certain nombre de droits. Alors, par exemple, de plus en plus, au lieu de se fonder sur des règles juridiques précises, comme ils devraient le faire, ils se fondent sur des principes qui va piocher, certes, dans la Constitution, mais de manière extrêmement abstraite. Par exemple, le principe d'égalité. Le principe d'égalité, c'est très intéressant, mais pour moi, ça doit être tout de suite traduit en droit, c'est-à-dire l'égalité des citoyens, l'accès aux fonctions, l'accès au vote, etc. Lui va prendre le principe d'égalité. Ça va lui permettre, par exemple, de remettre en cause un projet de loi sur, comment ça s'appelle, les statistiques ethniques. Bon, les statistiques ethniques, on est pour ou contre, et je vous ai dit, hein, je ne prends pas position sur le fond. On ne va pas parler des statistiques ethniques. Simplement, il a mis en cause les statistiques ethniques au nom du principe d'égalité. Or, le principe d'égalité, de manière abstraite comme ça, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut. Les statistiques ethniques, même si on les appliquait, à tort ou à raison, on est pour ou contre. C'est pas ça. Même si on les appliquait, ça ne remettrait pas en cause l'égalité fondamentale des citoyens, qui est une égalité de droit de participer aux élections, au vote, etc. Il s'est servi du principe d'égalité, par exemple, pour confirmer l'interdiction des crèches dans les mairies. Bon, c'est un peu le principe d'égalité, quand même, il faut aller chercher, là. Après, je peux continuer, toujours sans prendre position sur le fond, et comme pour la loi Marcellin. Encore que la loi Marcellin, j'ai laissé entendre que je n'aimais pas trop, mais on s'en fout maintenant. Par exemple, le principe de fraternité. Alors, le principe de fraternité, c'est vrai que dans la Constitution, qu'est-ce que c'est le principe de fraternité? Dans la Constitution, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est vrai qu'il y a le mot, quoi, le principe de fraternité. Il s'en est servi pour dépénaliser en quelque sorte le fait, par exemple, d'aider un étranger à franchir clandestinement la frontière. Lui, il a dit, ben non, au nom du principe de fraternité, c'est pas un délit. Alors là aussi, hein, vous en pensez ce que vous voulez, je ne parle pas de ça. Je dis que, juridiquement, excusez-moi, le principe de fraternité, c'est beau, c'est un beau mot la fraternité, mais c'est un terme philosophique. Il faudrait expliquer la fraternité, c'est quoi? C'est dans la famille, vis-à-vis de ses frères et sœurs, c'est la communauté des citoyens, c'est le monde entier, c'est quoi? C'est une dissertation pour les élèves de terminale pour le bac. Ben non, 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 allez, je prends le principe de fraternité et hop, je prends une décision qui a son importance. Qu'est-ce que je... Oui, c'est un principe moral. Le principe de dignité. Alors, il nous a sorti le principe de dignité au moment où il y avait un problème de la loi, vous savez, pour la pénalisation des clients des prostituées. Bon, excusez-moi, je n'ai pas relu, je m'en fous. Je ne sais plus si c'était la dignité des clients ou la dignité des prostituées. Bon. Il a fait référence au principe de dignité. Moi, je suis tout à fait pour la dignité des humains. Simplement, c'est pas... Moi, simple citoyen, je voudrais des principes juridiques. La dignité, comme la fraternité, l'égalité en général, ce n'est pas des principes juridiques. C'est des principes philosophiques dont on peut discuter, qu'on peut approfondir, etc. Il s'est appuyé sur le principe de dignité. Autrement dit, je me répète, après je répète les lois dont je parle, vous êtes d'accord, vous êtes pour ou contre, c'est pas mon sujet, je vais vous montrer simplement qui fait ce qu'il veut. Alors, il y a une juriste, elle s'appelle Madame Le Pourrier, elle a dit quelque chose d'amusant à ce sujet. Elle a dit, avec la manière dont travaille le Conseil constitutionnel, bientôt ils vont constitutionnaliser la Marseillaise. Pourquoi elle a dit ça? C'est marrant. Ben, c'est vrai,
que dans la Constitution, il y a marqué l'hymne de la République et la Marseillaise. C'est une plaisanterie, mais elle a tout compris. À la limite, pourquoi pas, on pourrait aller chercher, je plaisante, enfin, c'est elle qui plaisante, dans les paroles de la Marseillaise, une référence que le Conseil constitutionnel va décréter constitutionnelle. Voilà, vous voyez l'esprit? Donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Même si parfois ça peut coller, hein, j'ai parlé de la loi Marcellin, etc., mais je m'en fous, c'est la méthode, ils font ce qu'ils veulent en allant chercher. Il n'y a plus aucune rigueur juridique. Voilà, c'est pas de la rigueur juridique, ils prennent de plus en plus de latitude, de droit, etc. Je les abandonne quelques minutes. Non, je les abandonne tout court, le Conseil constitutionnel. Alors, Mathieu, il relève le développement d'autres structures non démocratiques. On y pense moins à celle-là, vous allez voir. Qui jouent un rôle dans la production des normes. Les ONG dont on parle beaucoup. Alors, comme toujours, il y en a qui peuvent avoir des effets favorables sur tel ou tel domaine. Hein. Mes condamnations ne sont jamais absolues, vous l'avez bien compris. Les ONG dont on parle beaucoup, Bertrand Mathieu, il dit quelque chose qui est plutôt pas mal. De manière générale, elles obéissent à la défense d'intérêts catégoriels ou idéologiques. Il reconnaît lui aussi, quels que soient les effets positifs des actions menées par les ONG, comme Amnesty International, il est évident qu'elles défendent sous couvert d'intérêt général des engagements de nature politique. Le problème posé ne tient pas à la nature de cet engagement, il tient aux informations dont on peut disposer sur les personnes et les intérêts qui sont à l'origine des actions menées. Par exemple, nous savons qu'un certain nombre, des trucs très sympas, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, ils mettent de beaux vêtements, je vous ai dit, des actions très sympas en Ukraine, etc., vous savez, les révolutions orange, les machins, les trucs. On sait maintenant qu'un certain nombre d'ONG qui ont agi contre le gouvernement ukrainien d'origine, qui était pro-russe, étaient manipulés par la CIA. Open Society aussi. Oui, Soros, absolument, absolument, bien sûr. Donc, absolument. Donc, effectivement, ne soyons pas naïfs, mais ils sont très forts parce qu'ils se drapent dans des choses morales, sympas, etc. Humanitaires, donc difficilement attaquables. On peut les attaquer. Alors, on n'est pas les méchants, moi, effectivement. Je veux dire, je veux parler de la corruption après, etc. La corruption, on est tous contre, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, on arrive à des espèces de liens directs entre des ONG et des juges, mais il n'y a plus les citoyens et l'État au milieu. Et ça, je vais y revenir. Après un truc, je vais vous dire quelque chose, je l'ai complètement découvert en dépouillant ce bouquin pour avoir le plaisir de vous en parler. Enfin, le CSA, tout ça, on connaît, mais je n'avais pas réfléchi au truc. Ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, les comités d'éthique, le CSA, l'autorité pour la transparence de la vie publique, l'autorité de la concurrence. En vrac, je vais essayer d'aller vite. Les comités d'éthique, oui, c'est très bien. Ils prennent des positions, vous savez, sur les problèmes médicaux, les problèmes de fin de vie, les problèmes, enfin, les trucs importants. Ils sont constitués de, entre guillemets, spécialistes, des médecins, des scientifiques, des philosophes, etc. Là aussi, c'est oligarchique, hein, c'est absolument pas démocratique. Hein. Nous, on n'y est pas, eux, ils y sont, voilà. Bon. Le problème, alors, un libéral pourrait me répondre, mais attendez, il donne des avis, mais personne n'est obligé de les suivre. Sauf que, désolé, en général, dans l'observation des lois de ces dernières années, quand le comité d'éthique a pris une position, et bien après les lois, elles ont suivi. Ils n'étaient peut-être pas obligés, mais comme ils n'ont pas d'idée, il y a un appauvrissement assez fantastique, enfin un appauvrissement intellectuel, voulais-je dire, de notre personnel politique, etc. Voilà, donc je veux dire, ils ont des gars chargés de réfléchir, qui donnent des idées là-dessus, ben ils y vont, ils suivent. La démocratie, elle n'y est pas là. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, très bien. Ce qu'on ignore souvent, c'est, pas toujours, mais souvent, c'est que par exemple, le CSA a alors là, carrément, un pouvoir sur les médias, les chaînes de télé, etc. Par exemple, en vrac, hein, je veux dire, s'il y a un attentat terroriste, le CSA donne des consignes sur la manière de le traiter, d'en rendre compte, etc.
Le CSA, je ne vais pas donner plus de détails, il a des tas d'influences, autorité administrative indépendante. Alors indépendante, on pourrait déjà s'interroger sur son indépendance, mais de toute façon, à la limite, je rentre dans leur jeu. Même si c'est vrai que ce soit indépendant vis-à-vis de l'État, ça ne va pas être indépendant de l'idéologie dominante. Parce que les gens qui, à la limite, hein, admettons, ils ne reçoivent pas les consignes de l'Élysée. Mais à la limite, c'est souvent comme les juges, vous savez. Ils n'ont même pas besoin de recevoir les consignes, comme les journalistes. Merci. Attention, j'insiste, hein, on a trop tendance, dans nos rangs souvent, à considérer les gens toujours comme des marionnettes. Malheureusement, souvent, ça existe, mais souvent c'est même pas ça. Comme tu as dit, il y a de l'autocensure, il y a les écoles de journalistes, les écoles de la magistrature, les machins, les trucs, ils sont déjà auto-formatés eux-mêmes. Dans un sens, il faut voir, vous savez, les positions des journalistes, quand ils rendent compte du Brexit ou un truc comme ça, ils sont pas... Je vous assure, on n'a pas le temps d'en parler, hein, mais ne croyez pas toujours qu'ils reçoivent le coup de... Ça a existé. De Gaulle, dont je vous parlais favorablement tout à l'heure, là c'est vrai que le RTF à l'époque, il recevait des coups de fil. De nos jours, ne soyons pas en retard, hein. C'est plus le RTF, ils n'ont même pas besoin de recevoir des coups de fil. Exactement. Merci, merci. Merci. Ça, il faut qu'on se le dise entre nous, hein, et qu'on l'assimile. Bon, je suis obligé d'avancer. La haute autorité pour la transparence de la vie publique. Super, c'est contre la corruption. On est au bar. On est tous contre la corruption. Le problème, là encore, il n'y a plus les citoyens. Elle peut être saisie, souvent par des associations. Comme toujours dans ce truc, c'est pas noir et blanc. Hein. C'est gris clair, gris foncé. Là. Parfois, il y a des saisies intéressantes et qu'on peut approuver. Le problème, c'est que le citoyen, il n'est plus au milieu. Il y a des associations qui saisissent, qui ont leur personnalité, leurs idéologies, leurs objectifs, leurs machins, etc. Elles vont saisir la haute autorité pour la transparence. Et bien, après, ils s'arrangent avec les juges, etc. Et nous, on est... Le rapport normal entre le citoyen et son État, en tout cas l'État au sens où je l'ai dit depuis le début, hein, l'État tel que nous le concevons, il n'y a plus. Il n'y a plus le citoyen et son État. Il y a tout ça complètement parallèle. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, je suis vraiment désolé. L'autorité de la concurrence, super. Sauf que l'autorité de la concurrence, si on réfléchit bien, c'est pas neutre. Défendre la concurrence, c'est un acte politique, et puis vous n'aurez pas la même position. Si vous êtes soucieux, comme je le suis personnellement, de la pérennité de l'industrie française, ou si vous êtes soucieux du fait que le consommateur ait des prix toujours les plus bas, les plus bas, les plus bas, surtout que le pauvre consommateur, en tant que salarié, on le sert, etc. C'est toujours l'autorité de la concurrence, mais c'est deux visions politiques différentes. J'ai la faiblesse de penser que nous devrions avoir notre mot à dire à ce niveau aussi, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, je voulais vous le dire, les autorités administratives indépendantes, on n'en parle jamais. Ben, ce soir, on en parle. Ça fait penser à Free qui arrive sur le marché. Résultat, Orange licencie exactement. 20 000 personnes. Alors là, nous le savons, c'est une... D'ailleurs... Je ne sais pas, je donne des chiffres au hasard. Mais tu as raison. Ça me fait penser à ça. Ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la logique libérale. Hein. C'est-à-dire, voilà, la logique libérale, de toute façon... Enfin, après, ce serait passionnant d'en parler, y compris sous l'angle économique, mais je ne peux pas. Dans sa concurrence de rien, quand tu vois les travailleurs détachés, Oui. c'est un bel exemple de foutage de gueule. C'est un bel exemple aussi de logique libérale. J'ai envie de dire des choses, mais je ne peux pas. Non, attends, pardon, je ne peux pas. C'est pas qu'elle serait choquante ou inaudible, hein, c'est que, bon... Ouais, peut-être. Alors, j'ai voulu vous parler des autorités administratives indépendantes dont on parle peu. Les dispositifs européens. Vous savez que de nos jours, la majeure partie de nos lois provient de l'application des directives européennes. Bon là, je vais vite, hein. Double problème. N'oublions jamais qu'il y en a deux problèmes. Hein. La souveraineté nationale et en plus le contenu. Même si le contenu était bon, il vaudrait quand même mieux que ce soit fait par notre peuple que par des autorités extérieures. Mais enfin, le contenu serait bon. Mais en plus, le contenu n'est pas bon. C'est toujours dans le même sens mondialiste. C'est ça. Oui, bien sûr. L'Union européenne produit de manière non démocratique un système de normes politiques, économiques et sociales. J'avance.
On en parle moins, ou on a tendance parfois à un peu mélanger. Ne l'oubliez pas, lui, c'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe produit de manière non démocratique, un système de valeurs touchant aux droits. Par exemple, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme dont je parlais. Le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. C'est un organisme, une alliance, c'est pas le mot, peu importe. Un accord entre États qui a été constitué en 1949, si je ne me trompe, qui rassemble 47 membres. Il y a la Russie, il y a l'Ukraine, c'est pas l'Union européenne. Donc il a produit la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, je crois, bon, je peux vérifier, mais peu importe, et la Cour européenne des droits de l'homme en 1959. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien contre sur le fond. Après, je ne veux pas que notre souveraineté soit détruite quand même au passage. Nos propres organes juridictionnels, non contents d'obéir à ces structures européennes, ils anticipent même sur les volontés de celles-ci. Alors, j'ai un truc qui est bien quand même. Ah, si je retrouve. Ouais. Là, c'est une citation toujours lue de Bertrand Mathieu, mais je l'avais prise à part. Le juge de fond doit écarter une loi dont toutes les conditions légales d'application seraient réunies. Toutes les conditions légales d'application seraient réunies. C'est déjà grave. Et dont la conventionnalité objective, c'est-à-dire l'accord avec les traités européens, serait par ailleurs incontestable. Merci. Quelqu'un a dit alors, et tu as raison. Si, in fine, en finale, son application au cas concret devait contredire de façon excessive un droit reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est important, je vais retrouver le bouquin, ce sera mieux, je vais retrouver la vraie citation. Vous vous rendez compte? La loi est conforme à tout, y compris au traité européen. Donc déjà, ça pourrait pas nous plaire. Ça ne suffit pas encore. Il faut la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut voir où on est tombé quand même. Hein. Voilà, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui met aussi son grain de sel dans la... On n'a pas le temps de parler des différentes structures judiciaires françaises, mais la Cour de cassation met son grain de sel. Et voilà, c'est la Cour de cassation qui dit, c'est la phrase que je viens de vous dire, dans son 75, ouais. J'ai la référence, 2005, numéro 15, 25, 068, etc. Peu importe, j'ai la référence. Depuis 1981, le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme est possible. C'est-à-dire, voilà, on peut mettre en cause son propre État devant une juridiction étrangère. Alors là, excusez-moi, mais il est arrivé, vous le sentez d'avance, mais vous serez gentil avec moi, de ne pas toujours être d'accord avec certaines stratégies, vous devinez ce que je vais dire déjà, lancées par les Gilets jaunes. Je ne me gêne pas pour le dire, hein, en réunion, etc. C'est comme ça, après, on est démocrate, on s'écoute. Les interventions, alors ça part d'un bon sentiment, évidemment, je le sais bien, pour nos blessés, nos prisonniers, etc., devant la Cour des droits de l'homme de l'ONU. Très récemment, on porte plainte contre Castaner devant la Cour pénale internationale. Bon, d'abord, premièrement, je ne crois absolument pas au résultat, évidemment. Mais, excusez-moi, au risque de déplaire, je dirais, on a le droit de ne pas être d'accord parfois, que la méthode même ne me va pas. Ben, ça veut dire qu'on le reconnaît. Qu'on reconnaît Tu m'as compris. Voilà. Alors, je sais que c'est délicat ce que je dis, hein, mais on est entre nous, on se le dit. Sachant que, excuse-moi pour le CEDH, l'article 3 du droit à la vie autorise les États, en cas d'insurrection, à tuer les gens. Ça s'appelle le droit à la vie. Donc, c'est des assassins. Non, mais, ok, mais... On va pas les appeler nos bourreaux, en ce corps. Ah, attends. Alors peut-être la Cour européenne des droits de l'homme, pas à ma connaissance, mais je n'ai pas tout vu passer. Par contre, ce que j'ai dit sur l'ONU, le comité des droits de l'homme de l'ONU, je confirme, et le coup de la Cour pénale internationale, c'est récent.
C'est très récent. J'ai eu un échange messagerie avec quelqu'un de très sympa que tu connais. Je veux dire, on n'était pas d'accord, mais on s'est expliqué amicalement. Hein. On n'était pas d'accord sur ce point. Elle était, ouais, c'est bien, super, etc. Bon, la Cour pénale internationale, moi, j'en ai rien à foutre. C'est pour les Africains. Exactement. Ça, bien, on peut en dire. Alors, la Cour pénale internationale, c'est une espèce de tribunal bidon auquel on n'en dépend que si on le veut bien. Alors, la France, malheureusement, a adhéré à cette structure. Comme tu le dis, comme par hasard, elle intervient, elle juge et elle punit, africains ou pas, que des petits pays. Voilà. Encore là, c'était un tribunal spécial pour la Serbie, mais tu as raison, c'est le même esprit. Les Serbes, certains pays africains, etc. Là, on frappe. On n'est pas prêt de frapper les États-Unis d'Amérique, la Russie, les Chinois. De toute façon, déjà, eux, attendez, c'est aussi, ils ont raison aussi, ils n'ont pas adhéré. Hein, les Russes, les Américains, les Chinois, Israël, etc., ils n'ont pas adhéré. Donc, ils ont raison. Mais nous, alors, moi, en plus, attendez, j'ai dit à notre ami, là, je vais dire, mais en fait, je ne sais plus, les jeunes, là, ils interpellent la CPI, la Cour pénale internationale, pourquoi? Pour agression, je pense. Elle m'a dit, non, crime contre l'humanité. Bon, j'ai dit, écoute, il ne faut pas déconner, je suis désolé, je ne défends pas Cassaner, un crime contre l'humanité, on n'est pas dans cette catégorie, puis de toute façon, c'est absurde, etc. Et puis moi, ma grand-mère disait, le linge sale relève. Et première chose, et autre chose aussi, ça c'est moi qui le dis, on ne fait pas juger ces différends par des tribunaux ennemis. Ah oui, c'est ça, mais je suis ravi de te l'entendre dire, mais si on était peut-être dans un groupe plus important, il y aurait, ce serait bien, c'est un échange, il y aurait d'autres idées, hein. Mais on ne peut pas y rester une heure, désolé, mais on s'est compris quand même. Hein. On leur donne une légitimité si on fait appel à... Mais évidemment, c'est une contradiction, c'est une contradiction. C'est encore deux mots juste sur un sujet que vous aimez bien. Le CETA, quelqu'un en parlait, tout. Remarquez, dans tous les traités de libre-échange internationaux, qu'est-ce qu'il est prévu? C'est un scandale. Il est prévu qu'en cas de litige entre les multinationales et les États, on n'a pas recours aux tribunaux légaux de l'État en cours, on a recours à une cour arbitrale. Comme pour Les libéraux adorent ça. On est dans la même logique. Si on refuse cette logique, il ne faut pas s'en servir. Bon, mais ça va, c'est compris. En vrac encore, la Cour européenne des droits de l'homme, on peut la critiquer sous un autre angle. C'est pas lui, mais c'est un autre juriste qui l'a dit. La notion de sécurité juridique. Qu'est-ce que c'est? La sécurité juridique, ça veut dire que dans un pays donné, en tant que citoyen, vous connaissez vos tribunaux, vous connaissez votre culture, vos concitoyens, le peuple, etc. Donc, les jugements sont en bonne partie prévisibles. Ça s'appelle la sécurité juridique. En gros, enfin, on a parfois des surprises bonnes ou mauvaises, mais en gros, on peut imaginer ce qui va se passer. La Cour européenne des droits de l'homme, ça nous prive de notre sécurité juridique. Parce qu'on a vu que c'était même pas l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe. Il y a des juges issus de 47 nationalités. On est dans l'imprévisibilité la plus complète. Donc c'est un angle d'attaque qui n'est pas inintéressant. Après, bon, vous le savez, hein, les traités signés sont supérieurs aux lois votées par le Parlement. Ça se discute complètement. En tout cas, il faut qu'on en parle entre nous. Parce que si ce n'est pas nous qui commençons à en parler, personne n'en parlera pour nous. Hein. Alors, bon ben là, c'est facile pour moi. Peut-on dire que la justice est rendue, c'est comme ça qu'elle est rendue, au nom du peuple français? Ben, je suis désolé, je le regrette. Hein. Moi, je ne fais pas la politique du pire à dire super, ça va craquer. Non, non, ça me fait de la peine, mais ce n'est plus le cas. N'est-ce pas plutôt au nom d'un droit supranational, d'inspiration anglo-saxonne, lié au système économique de la mondialisation néolibérale? Évidemment. Là, je vais citer Régis Debray. Vous vous rappelez, c'était le compagnon de Che Guevara. Un homme plein de il vieillit comme moi, mais plein de bon sens. Les juges ne sont plus serviteurs de la loi, mais prescripteurs de normes. Oh ben là, on est presque à la fin. S'il redémarrait, ce serait sympa quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est dans la prise à contact. C'est pas qu'il est trop chaud? Non, non, non. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'éteins un peu? Tu dois Alors, tant pis, je continue. Vous imaginez qu'elle est là, ça va redémarrer. Je vous propose
nos idées à défendre. En démocratie, la légitimité du pouvoir ne dépend pas uniquement de la conformité à la Constitution et à la loi. Elle dépend aussi, et ça c'est moi qui le rajoute peut-être surtout, de ce que le gouvernement se conforme au but fixé par la volonté populaire. Ah oui, mais je sais que vous avez plutôt tendance à approuver. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Merci. Et il n'est pas mauvais que de temps en temps on s'asseye tranquillement et qu'on en parle entre nous. Il faudrait en parler encore davantage. Notre vision démocratique de la Constitution... Ah, je suis sauvé. Mais non, je me serais débrouillé sans. Notre vision démocratique de la Constitution, l'autorité du pouvoir constituant le peuple, doit être reconnue comme pouvant toujours la modifier. Ça va? Alors, et c'est la dernière, je crois. Proposition. Ouais, alors, là, je vais me retrouver dans le légalisme de Bertrand Mathieu, là, le prof à la Sorbonne, ça ne rigole pas. Et je vous ai dit, c'est pas révolutionnaire. Hein. Lui-même, et ça, là, moi, je partage. Il faut utiliser les marges existantes. Alors, lui, il s'y connaît beaucoup mieux que nous tous. Il en a trouvé quand même. Hein. Alors, je peux vous en dire quelques mots, mais je peux passer simplement, on pourra en reparler. La notion d'identité constitutionnelle. De temps en temps, il arrive au Conseil constitutionnel d'avoir de bonnes idées, de bonnes réactions pour se défendre. Mais ça existe. Il faudrait la renforcer, peut-être la mettre dans la Constitution. Il y a des tas d'idées là-dessus. Et l'ordre public immatériel, ça aussi, ça existe. C'est un prof à la Sorbonne qui vous le dit, et lui, il râle. Il est souverainiste quand même. Hein. Il râle parce qu'il voudrait qu'on s'en serve davantage. Donc, il donne des précisions. Je vous en ferai grâce. Mais on peut utiliser déjà dans le cadre. On ne veut pas toujours tout casser. Dans le cadre, mais ça, ils n'ont pas l'habitude, qu'on nous adversaires, j'entends, qu'on leur tienne un langage pareil, qu'on évoque les marges existantes et qu'on essaye de s'y engouffrer. Après, il y a contester le système, rappeler la tradition juridique française. Je vous ai parlé de la Révolution française, je vous ai cité Sieyès, je vous ai cité De Gaulle. De Gaulle, je ne l'ai peut-être pas cité, je crois. Si c'est le cas, excusez-moi, c'est que je suis fatigué. Dans toutes les affaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, la réforme en 62, etc., De Gaulle, à un moment, on lui disait, on lui parlait de l'exemple américain, on lui citait la Cour suprême américaine. Et avec la voix que vous lui connaissez, il disait, en France, enfin non, je ne vais pas essayer de dire, la Cour suprême, c'est le peuple. C'est pas si vieux que ça, hein? Donc la tradition juridique française, j'en ai même, tant pis, j'avais une citation de Michel Debré qui a été à l'origine de la Constitution de 58, où il disait le rôle des juges, c'est pas de créer les lois, hein, c'est de les accompagner, enfin, voilà. Rappeler la tradition juridique française, on ne tombe pas de la planète Mars, c'est les autres qui, enfin, ils viennent pas de la planète Mars, mais ils viennent de Wall Street à la limite. Hein. Ramener les compétences du Conseil constitutionnel à leur origine. C'est pas la peine d'aller trop loin, on va pas dire, parce qu'on pourrait dire, certains d'entre vous en ont envie, et je les comprends. On va supprimer le Conseil constitutionnel. Calmez-vous. Déjà, moi je sais qu'on... Le trop est l'ennemi du bien, disait aussi ma grand-mère. Je veux dire, si on les ramène à leur origine, on fera moins peur, et ce sera déjà pas mal. Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, elles sont souvent, j'ai pas le temps, mais elles sont souvent contestées. Le gouvernement britannique, qui est pas un modèle, qui est plutôt un modèle de libéralisme dans tout ce qu'il fait, par exemple, sur le droit de vote des prisonniers de droit commun, le gouvernement britannique a dit non. Il s'y est opposé. Les Russes, je vous ai dit qu'ils sont dans le Conseil de l'Europe, hein, ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ont voté une loi au Parlement en disant la souveraineté russe s'applique principalement. J'en passe et des meilleurs, donc on pourrait déjà au moins... Certaines des décisions, il y a des notions d'identité constitutionnelle, c'est pas moi. Bertrand Mathieu, il dit qu'il faudrait les appliquer aussi à elle. Ça me vient spontanément, j'ai pas le temps d'approfondir. Et puis ça, on connaît bien tout ça, créer un mode d'expression démocratique supérieur aux normes extérieures, c'est le RIC. Et bien là, je voudrais conclure positivement et avec de l'espérance. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, ça peut être, j'ai mis un point d'interrogation, une prise de conscience, déjà, on est là ce soir, et un tournant, espérons-le,
Ben voilà, je vous remercie beaucoup.